Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison du mouvement Belle Boîte. Alors, deuxième saison, mouvement Belle Boîte, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement de réflexion collective autour de la place de l'entreprise aujourd'hui et de toutes les entreprises. Alors, pourquoi ce mouvement, sachant qu'il y a effectivement plein de réflexions sur l'entreprise? Ça part du constat que la place de l'entreprise aujourd'hui dans la société évolue et on lui demande des comptes, on lui demande du sens, on lui demande de nous protéger. Ça l'a fait pendant le Covid. On lui demande de la performance. On lui demande beaucoup de choses, de la performance, mais plus seulement financière. Et ce changement s'accélère et touche aujourd'hui toutes les entreprises. Et c'est un petit peu ça qui nous a amené à créer ce mouvement de réflexion pour réfléchir à concrètement aujourd'hui, c'est quoi la place de ces entreprises? On entend parler RSE, impact, ESG, engagement, mission, raison d'être, Bicorp. Peut-être au risque de s'y perdre, en tout cas c'est le constat qu'on faisait un petit peu et c'est pour ça qu'on a appelé ça Belle Boîte, parce que Belle Boîte, ça peut à la fois parler d'une entreprise au coin de la rue, d'une entreprise artisanale ou d'une multinationale. Alors l'ambition n'est pas de dire ce qu'est une belle boîte, mais plutôt de poser des questions plus que d'apporter des réponses, mais poser des questions sur qu'est-ce qui fait aujourd'hui cette entreprise, qu'est-ce qui pourrait constituer une belle boîte. Voilà, donc c'est un mouvement qui a été initié par l'agence conseil en communication The New One qui nous accueille aujourd'hui, en partenariat avec Audencia et la chaire entrepreneuriat familial et société. Et c'est mis en lumière, en images, en son par Chrysalide Film, qui sont derrière les caméras à la console et qu'on remercie. Alors, l'année dernière, on avait questionné, ou en tout cas on avait discuté, je ne sais pas comment on peut aborder ça, mais on avait discuté d'engagement, on avait discuté de collectif, on avait discuté d'innovation, on avait discuté d'entreprise en général. Et pour cette première édition de cette seconde saison, puisque maintenant on parle de saison, c'est un mouvement international incroyable, on s'est dit, tiens, pourquoi on ne parlerait pas tout simplement de communication et de se poser la question, à quoi, une question un peu simple, mais finalement on va voir quand on tire le fil, c'est à quoi sert la communication aujourd'hui. Alors, vaste sujet et nous n'avons qu'une heure. Donc, très vite, je vous propose de rentrer dans le cœur avec mes invités. C'est classe aussi de dire ça, mes invités. Je vais commencer à ma gauche, donc Delphine Barbeau, qui est fondatrice, dirigeante de l'entreprise, de l'agence The New One. Donc vous accompagnez les dirigeants des entreprises dans leur stratégie de communication depuis une vingtaine d'années, avec une expertise dans les métiers de relations publiques, d'influence. Donc vous pourrez peut-être nous en dire un petit peu plus au cours de nos échanges. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre des chaises, mais voilà. Donc, Ingrid Baudry, vous êtes consultante en communication au sein de l'agence Basileo que vous avez créée. Vous êtes aussi intervenante à Audencia dans, je ne me souviens plus de l'intitulé. Dans la formation continue, je suis référente pédagogique du programme Responsable Communication. Voilà, donc on est au cœur du sujet. Et vous êtes aussi coprésidente de l'APECOM, qui est le réseau des professionnels de la communication au Pays de la Loire. Exactement. Bienvenue. Mirouna Radu-Lefebvre, partenaire et figure majeure du mouvement Belle Boîte, pilier, on pourrait dire. Voilà, vous êtes professeur en entrepreneuriat et titulaire à Audencia et titulaire de la chaire entrepreneuriat familial et société à Audencia toujours. Ravi de vous retrouver, Grégoire. Voilà, et enfin, Yves-Olivier Lenormand, donc vous êtes responsable relations institutionnelles d'Airbus Atlantique, mais c'est avec votre casquette de leader des entreprises s'engagent du club Loire-Atlantique que vous intervenez aujourd'hui. On y reviendra un peu pour expliquer ce que c'est, mais voilà, en tout cas, il y a des fils à tirer entre communication. Vous êtes peut-être le seul non-communicant, et justement, c'est ce regard-là qui va nous intéresser. Tout à fait. Ravi d'être avec vous, en tout cas. Bienvenue. Peut-être juste pour commencer un peu cette discussion, et ce qui a un peu amené, nous, notre réflexion aujourd'hui, c'est un constat. On voit que l'entreprise, dans ce monde qui change, devient un vecteur de confiance. En tout cas, vraiment, les petites et les moyennes entreprises, selon l'édition 2022 de l'étude Fracture française, qui est faite par l'IFOP pour l'Institut Jean Jaurès, 82% des Français font confiance aux petites et aux moyennes entreprises. C'est le premier partenaire de confiance, loin, loin devant les grandes entreprises, qui sont à 41%, les médias, 31%, et les partis politiques, 18%. Donc on voit aussi dans cette ère-là un peu de la défiance dans laquelle on est, en tout cas de cette recherche de nouveaux repères, que les entreprises ont un rôle à jouer. Elles ont pu le jouer peut-être pendant le Covid. On s'est tourné vers elles pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez. Mais en tout cas, dans ce bouleversement du monde perpétuel, les entreprises sont des tiers de confiance. Donc, Delphine, peut-être comment la communication répond à cet enjeu de la confiance finalement? C'est qu'effectivement, là, aujourd'hui, quand la contribution et la responsabilité d'une entreprise, elle va bien au-delà de
ses murs, de ses bureaux, de son usine. Et le rôle de la communication dans cette relation de confiance, alors nous, notre positionnement à l'agence The New One, c'est être le mouvement. Et nous, on va accompagner les entreprises justement à être le mouvement. Et être le mouvement dans le sens politique. Aujourd'hui, une entreprise, elle a un rôle politique. On parle de plus en plus d'entreprises providence. Et comment est-ce qu'une entreprise est le mouvement? C'est quand elle peut rassembler derrière elle, quand elle peut mobiliser, quand elle peut faire adhérer à des convictions, quand elle porte un combat. C'est-à-dire qu'on va rassembler toutes les parties prenantes dans ce mouvement. Et c'est cette manière en fait d'aborder la communication qui va faire qu'on va effectivement travailler sur ce vecteur de confiance. D'accord, donc la communication comme vecteur de mouvement. Peut-être Ingrid, est-ce que la communication, vous l'avez vu évoluer pour répondre à ce nouvel enjeu, justement, si on considère que les métiers, c'est peut-être la communication, ce sont les métiers de la confiance ou du lien, je ne sais pas comment on peut définir ça, mais est-ce qu'il y a des évolutions que vous avez pu observer, vous ? Oui, nous on a pu les observer, et justement dans le cadre de ce qu'on met en place pour l'APCOM avec les ateliers, les conférences, etc., enfin tous les événements qu'on met en place, on voit qu'il y a beaucoup de sujets autour de la marque employeur qui émerge, autour de la communication responsable, et puis maintenant on aura des sujets aussi autour de l'intelligence artificielle qui vont arriver, mais tout ça, ça dit des choses aussi au niveau de la confiance qu'on accorde aux entreprises. Et je vais paraphraser la philosophe du travail Julia de Funès qui dit que maintenant l'entreprise en fait n'est pas suffisante, n'est plus une valeur en elle-même, mais qu'elle doit être vraiment un moyen au service d'une mission qui est plus grande qu'elle, et qu'elle doit finalement pratiquement servir une cause, et que les gens recherchent ça. Et ça, nous, on peut vraiment l'observer, et on voit notamment dans le travail de marque employeur que ça suffit plus juste de poster une annonce. Il y a un gros enjeu quand même maintenant de pourvoir des emplois, et que les entreprises, si elles ne disent pas vraiment ce qu'elles font et qu'elles ne font pas aussi ce qu'elles disent, ça ne marche pas. Donc, on est dans cette... effectivement, on rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire on dépasse le strict cadre et on donne une vision. Donc, la communication doit apporter... concrètement, comment la communication doit mettre en place cette vision. Je ne sais pas comment on peut... je ne sais pas qui. Dans cette question un peu en l'air. Moi, je vais lancer des balles comme ça. À vous de vous débrouiller. Moi, j'ai une liste de questions. On peut les attraper tous ensemble. Voilà, je déroule mes questions. Voilà. Alors, je pense que la marque employeur est d'autant plus importante, on va dire, en période post-Covid. On voit bien que le marché de l'emploi est hyper tendu. Et donc, aujourd'hui, presque ce sont les demandeurs d'emploi qui choisissent leur entreprise. Et donc, si ces entreprises n'ont pas de sens, si elles ne sont pas engagées en matière de RSE, on voit que ce sera très compliqué pour elles de recruter. Donc, cette marque employeur, c'est essentiel, mais il faut surtout être engagé en matière de RSE sur son territoire. Et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, alors si on revient juste à l'objet communication, c'est qu'il y a des entreprises qui disent, les entreprises qui font parler d'elles, et du coup mobilisent aussi et permettent justement à cette jeune génération qui est en quête de sens dans les entreprises, de pouvoir adhérer à des causes, à des combats, plutôt qu'à un produit, à un métier que l'entreprise va proposer. Tout à fait. C'est ce qu'on constate, nous, à l'école, en échange permanent avec nos étudiants à Audencia, c'est que la jeune génération a un énorme besoin de sens, mais aussi d'identité. Et lorsqu'ils se dirigent vers une entreprise, ce qui les intéresse, au-delà de l'objet, de l'activité en tant que telle de l'entreprise, c'est effectivement cette question du sens. Quel est le sens qu'ils vont pouvoir donner à leur propre travail? Quel est le sens qu'ils vont pouvoir donner à leur vie, au-delà du travail? Parce que le travail devient l'un des vecteurs d'une existence réussie, pas le seul, et parfois pas le principal. Et ce qu'ils viennent chercher aussi, c'est une identité. Et quand on parle d'identité, dans ce cas-là, ce n'est pas seulement une identité personnelle qu'ils vont pouvoir développer au travers de l'engagement dans le travail, mais c'est aussi via l'adhésion à une identité collective, qui est l'identité de l'entreprise, porteuse elle-même d'un certain sens, mais aussi l'identité d'une communauté.
D'où cette histoire d'engagement en fait, de l'entreprise auprès d'un territoire qui est lui-même porteur d'une identité et d'un certain sens. Et donc, effectivement, je crois que ce qu'on vient chercher, c'est à la fois du sens, mais aussi, via l'adhésion à ces causes qui nous dépassent, c'est l'adhésion à une identité, peut-être à des identités collectives, un peu en perte de vitesse sur le plan social. En quelques secondes, on est passé de la communication et tout de suite à la quête de sens. On parlait de confiance. Donc, en quoi, du coup, la communication vient apporter ce sens? Alors, est-ce qu'elle est là pour le révéler, le définir et après peut-être l'entretenir? Je ne sais pas, mais on voit bien très vite que le rôle de la communication, là, est-ce que c'est de définir le sens ou de le magnifier ou, je ne sais pas, est-ce que... On a souvent, longtemps pensé que la communication n'était pas stratégique, par exemple, pour une entreprise, ou qu'elle n'était qu'une somme d'outils. Et en fait, l'intérêt, je trouve, dans la façon dont on aborde la communication maintenant, c'est que, bien sûr, elle est un outil au service de la stratégie globale de développement d'une entreprise, etc. Mais elle peut aussi interroger la stratégie même d'une entreprise et elle peut aussi permettre de pivoter, de faire bouger des choses parce qu'elle va mettre en lumière certains aspects, elle va travailler de façon profonde sur la raison d'être, en fait le pourquoi. Ça rejoint un peu tes propos, Myrona. Donc les gens ont besoin de savoir pourquoi on fait les choses. Mais à un moment donné, pourquoi on fait les choses? Si la réponse n'est pas satisfaisante, est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à changer des choses, même au niveau de l'activité même de l'entreprise? Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment ça se répond. Et comment on peut retravailler dans l'autre sens et influencer, on va dire, de façon vertueuse l'impact positif de la communication et des entreprises sur le monde dans lequel on vit. Peut-être je peux ajouter quelque chose par rapport à la question du sens. On peut avoir l'impression que lorsqu'on communique, on est dans une sorte d'énonciation permanente et dans une sorte aussi de monologue. Il y a celui qui communique et puis il y a ceux qui reçoivent, l'audience. Et dans ce sens-là, la notion de sens serait de l'ordre de l'énonciation. Je pose un sens, je donne un sens, je le partage avec vous. Alors qu'en réalité, on le sait avec les théories de la communication depuis quelques bonnes dizaines d'années, la communication est fondamentalement de la co-construction. Elle est interaction dès le départ. Et donc le sens est co-construit, et ceci de manière permanente. Donc alors même que les entreprises peuvent avoir l'impression de partager un sens prédéterminé, prédonné, ce qu'elles font, c'est énoncer des propositions de sens qui sont interprétées, co-construites, enrichies, transformées, modifiées, parfois complètement détournées par leur audience. Donc d'où l'importance effectivement de comprendre que la communication, elle est stratégique dès le départ, elle est politique parce que les propositions de sens repris, transformé, modifié par ses audiences. Et donc, il faut se positionner sur une posture de vigilance, en fait, permanente, parce qu'on est des co-énonciateurs avec nos audiences. Donc, c'est un jeu très complexe que de s'engager dans cet exercice fabuleux de la communication et qui porte l'entreprise. Et communiquer, c'est aussi savoir écouter. Donc, dans cette quête de sens, c'est de savoir écouter toutes ces interactions dont tu parlais et de les mettre en récit pour les parties prenantes de l'entreprise. Mais cette partie écoute, elle est stratégique aussi pour l'entreprise parce que surtout dans une période comme dans laquelle nous sommes aujourd'hui où il y a une accélération des transitions, il faut comprendre ces transitions, il faut qu'on sache comment elles interviennent, qu'est-ce qu'elles ont pour effet, comme conséquence pour l'entreprise. Et c'est aussi le métier du communicant, c'est d'écouter pour pouvoir décrypter tout ce qui entoure l'entreprise. Peut-être ajouter, je pense qu'aujourd'hui, il y a une com un peu corporate qui est portée par les entreprises, les DIRCOM. Mais ce qui est important, c'est aussi de s'appuyer sur ses propres salariés, finalement, qui vont être des super vecteurs en matière de communication et qui vont renvoyer une com un petit peu moins corporate, beaucoup plus authentique. Et on le voit bien, notamment sur les réseaux sociaux. Ça peut être différenciant quand il y a des salariés qui font passer des messages assez forts en matière, je sais pas, d'engagement, par exemple, sur le territoire ou en matière de transition écologique. Et justement, Myrona, tu parlais d'audience des entreprises, et puis on voit surtout que la communication, elle est très large, c'est-à-dire que comme interne, comme corporate, comme commercial, on ne l'a pas encore abordé, mais finalement, est-ce que
tout ça, aujourd'hui, nos métiers de communicants n'est pas juste d'être le garant de ce sens dont on parle, c'est-à-dire le garant du sens auprès de toutes les audiences, et donc à un moment, comme corporate, comme interne, comme commercial, finalement tout ça se regroupe puisque un citoyen ou un consommateur va avoir le même, ou un salarié, va avoir le même besoin, c'est de dire finalement quel sens vous m'apportez. Est-ce que du coup la communication c'est ça, c'est le garant du sens pour une entreprise auprès de toutes ses audiences? Quel exercice périlleux, hein. C'est un sacré challenge, hein. On apprend à nos étudiants dans les écoles de commerce et de communication à intégrer tous ces outils-là, tous ces vecteurs-là dans la communication intégrée, n'est-ce pas? On utilise toutes sortes de métaphores pour parler d'intégration et de cohérence entre tous ces outils et tous ces vecteurs et messages. Mais en réalité, ceci me semble un exercice très compliqué aujourd'hui, encore plus compliqué qu'auparavant, du fait de l'émergence des réseaux sociaux et du fait qu'aujourd'hui, celui ou celle qui communique n'est plus l'entreprise seule, mais effectivement l'ensemble de ses salariés, l'ensemble de ses consommateurs, l'ensemble des parties prenantes de manière générale. Et donc, la communication qui s'en dégage ressemble plutôt à l'image d'un kaléidoscope, plus ou moins cohérent, mais en permanente mutation, que celle d'un joli château avec un sens magnifié, clarifié par une seule voix, qui est la voix officielle de l'entreprise. Et après, c'est un devoir aussi de transparence. Un devoir de transparence aussi aujourd'hui, c'est que effectivement tout est devenu média et qu'aujourd'hui les entreprises sont extrêmement ouvertes. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Élise Lucet qui intervient par exemple, qui interpelle pendant une AG AXA le dirigeant d'AXA au nom d'une association. Tout ça, c'est de faire comment comment la fonction communication fait pour que cette transparence soit la plus efficiente aussi à terme pour l'entreprise, parce que c'est l'objectif de la communication, c'est de faire que l'entreprise puisse partager la valeur durable qu'elle va créer. Et c'est comment est-ce que la communication effectivement ce garant, ce porte-devoir de ce... Et justement, de ce que tu abordais aussi, écoute, dans la perche, c'est parfait, on n'est pas peu préparé, mais on voit surtout que le contexte évolue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contexte change, on est tous potentiellement un média, on est tous potentiellement créateurs de contenu, voire on voit bien que sur des plateformes, des particuliers émergent, enfin des personnes lambda émergent, deviennent des créateurs de contenu, puis des influenceurs qui viennent créer des nouvelles normes. Bref, on est dans cette ère de la discussion permanente. On est aussi dans cette ère où finalement tout à chacun peut prendre la main sur les réseaux sociaux, et donc on peut se considérer comme expert des réseaux sociaux. On peut créer un logo par l'intelligence artificielle. On peut même, je pense, créer une publicité ou un discours avec ChatGPT dont on parle beaucoup en ce moment. Mais on voit qu'il y a des outils qui arrivent et qui peuvent paraître, rendre accessible tous les métiers de la communication, en tout cas rendre simple et finalement dire je peux le faire moi-même. Sauf qu'on voit bien juste avant ce qu'on disait, c'est de dire finalement il y a quand même cette garantie de ligne dans ce kaléidoscope. Donc comment, Ingrid, je me tourne vers toi, c'est quoi dans ce contexte-là qui évolue, c'est quoi le futur de la fonction de la communication dans une entreprise? Comment voilà. Grande question. Moi, ça fait des années que j'essaye de faire comprendre et de faire de la pédagogie sur les métiers de la communication qui ne sont pas toujours considérés, on va dire, à leur juste valeur. C'est un métier d'expert, en fait. C'est un métier d'expert. Alors après, il y a plein de manières différentes de l'apprendre. On peut l'apprendre sur le terrain, on peut l'avoir appris dans les études, en formation, etc. Le combo gagnant, c'est quand on arrive à avoir les deux. Là, c'est plutôt pas mal. Mais les communicants ne sont pas toujours considérés comme des personnes qui réfléchissent, qui mettent en place une stratégie, qui se posent des questions, qui ont des réflexions. On voit souvent la communication par le prisme des outils ou des événements ou des choses comme ça, mais tout ça, ça sert à une logique un peu globale, un fil rouge, une cohérence globale. Alors même si, comme tu disais, la cohérence, parfois, c'est pas qu'elle nous échappe, mais disons qu'on ne peut pas en maîtriser tous les contours parce que maintenant, l'entreprise ne prend plus la parole toute seule, ce n'est pas descendant. On est dans la relation, on est dans l'interaction, et voilà, et comme tout le monde prend la parole maintenant, l'image que peut renvoyer une entreprise, la confiance qu'on peut avoir dans une entreprise, on n'est pas seul à la maîtriser en tant que communicant de cette entité. Alors, oui, peut-être toi, tu peux, avec
tes nombreuses casquettes. Justement, ce métier de la communication, dans une association, parfois elle est prise comme ça parce qu'il faut le faire et il faut le porter, c'est pas forcément des experts. Dans une entreprise, elle est multiple et encore plus dans une entreprise comme ça. Donc, est-ce que tu vois, toi, ces évolutions concrètement en tant que non-communicant ? Alors, moi, je pense quand même que c'est un vrai métier. Donc voilà, donc il faut des spécialistes, aussi bien en entreprise, mais c'est la même chose dans les associations. Là, moi, je préside le Cap Emploi. On a une responsable de communication qui a suivi une formation dans ce domaine. Donc, on ne peut pas s'improviser, je pense, communicant. On n'aura pas le même impact que quelqu'un qui a suivi une formation dans le champ de la communication. Ça reste quand même un outil stratégique, la communication. Ne l'oublions pas. C'est un outil stratégique et en même temps, on voit aussi ces nouveaux acteurs qui arrivent et cette nouvelle génération aussi, ou ces nouvelles entreprises qui ont intrinsèquement, dès le départ, la communication quasiment comme dans leur ADN, parce qu'elles sont sur les réseaux, elles ont les codes directement, elles se créent des communautés avant d'aller sur le marché. Donc on voit que c'est central, c'est un outil et en même temps, il est très accessible. À l'inverse, je ne sais pas moi, d'un avocat. Bon, un avocat, il faut connaître le droit et tout ça. La communication peut se dire, bah, attends, j'ai une page Facebook, regarde, j'ai tant d'abonnés, ça suffit. Vous voyez ce que je... la 3 d'un coup. La levée des boucliers, tu vas bien. Oui, c'est très bien. Tu nous as bien provoqué là. Je pense que au fond, la différence qu'il faut aussi introduire ici, c'est entre le fait de s'imaginer qu'on peut communiquer en une fois, c'est un one-shot, prendre la parole, et puis confondre ça avec la communication qui s'étire, elle, sur la durée et qui bâtit une relation. Parce que la communication, et ça aussi, on l'a appris avec Palo Alto, s'il faut citer des noms d'écoles qui ont étudié la communication de manière approfondie. Donc l'école de Palo Alto, qui était constituée de psychiatres, à l'origine en Californie, pas loin de Berkeley, ce qu'ils avaient, eux, constaté, ces chercheurs, c'est que la communication n'est pas seulement de l'ordre du contenu verbal, et eux, ils étaient dans l'échange avec les patients. Mais c'est aussi de l'ordre de la relation. Donc ce qui se joue dans une interaction communicative n'est pas seulement le contenu qui est échangé, qu'il soit visuel, verbal, autre, mais aussi c'est la relation entre les protagonistes de l'acte de communication. Et ce qui se bâtit donc lorsqu'une entreprise communique, et ceci parfois sur des décennies, avec les entreprises familiales sur des générations, ce qui se bâtit, c'est une relation. Et donc lorsqu'on parle de confiance, la confiance n'est pas seulement suscitée, éventuellement, on le souhaite tous, par un acte de communication qui, lui, est ponctuel, mais surtout par une relation qui s'étire dans la durée. Et plus la relation est longue, avec des hauts et des bas parfois, et plus la confiance, elle sera forte et difficile à détruire. Parce que la confiance aussi, ça se gagne, mais ça se détruit aussi, ça se casse. Elle peut se réparer, parfois, pas du tout. Donc, ceci aussi, c'est à prendre en compte. Et effectivement, les professionnels de la communication, ils sont là, avec leurs connaissances, leur expertise, leur expérience, pour être en capacité à bâtir cette relation dans la durée, à la réparer, en situation de crise, et Dieu sait qu'on en a, de manière assez récurrente, et puis aussi l'entretenir. On parle beaucoup de fidélisation, de public qui n'est pas si captif qu'auparavant, audience volatile, bon bref. Donc on a besoin de communicants qui sont en capacité non seulement à écouter les messages sociaux, économiques, politiques, mais aussi à être en capacité à bâtir et à entretenir cette relation de confiance dans la durée. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de notre métier, c'est de faire que les outils évoluent. Et moi, je vois le développement de l'intelligence artificielle notamment comme une vraie évolution effectivement de nos métiers, mais qui vont nous emmener sans doute aussi vers d'autres évolutions. Mais quoi qu'il arrive dans la communication, le maître mot, c'est l'incarnation, c'est l'aspect un peu humain, émotionnel aussi, que nous seuls pouvons porter aussi en termes de... Et comment est-ce qu'on fait résonner ça, comment est-ce qu'on incarne tout ça, c'est là la valeur du communicant, c'est ce qui en fait une fonction stratégique. Et après, toutes les évolutions qui restent des outils au service d'eux et qui ne vont pas remplacer la communication. Ces outils-là, pour moi, c'est une formidable opportunité. Il faut savoir s'en saisir et évoluer avec. C'est ce qui fait la richesse de notre métier, c'est qu'effectivement, on est au cœur des évolutions de la société et c'est ce qui en fait ça.
Ouais, de ne pas confondre l'évolution des outils et l'évolution du... Alors, le métier suit les outils, mais voilà, on ne parle que d'outils finalement. Et je rebondis sur ce que tu disais, c'est-à-dire que ce lien de confiance, effectivement, et on voit surtout beaucoup d'entreprises prendre conscience de ça en période de crise. C'est-à-dire que, par exemple, le sujet de la responsabilité, je me souviens qu'il est beaucoup arrivé par les crises. C'est les ballons faits par Nike en Chine par des petits-enfants dans les années 90, où d'un coup, Nike se dit « Ah bah oui, en fait, ma réputation peut être attaquée parce que mes valeurs ne sont pas... » Enfin, mais on rentre beaucoup d'un coup par la communication, souvent parce qu'on s'est dit « Ah mince, je suis dans une situation de défiance, quoi. » Et souvent, les entreprises qui, alors il en reste très peu, qui se disent on reste une citadelle fermée, on ne veut pas communiquer, mais des entreprises qui ne veulent pas, qui refusent de communiquer, qui, après une situation de crise, décident d'investir dans la communication et se rendent compte de la valeur justement de la communication, souvent après des grosses crises. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a encore des entreprises qui ne communiquent pas, sachant ce qu'on s'est dit, c'est-à-dire qu'un salarié peut prendre la parole? Est-ce que dans cette ère de la discussion permanente, finalement, est-ce qu'on communique de toute façon par défaut, puisqu'on a une image, parce qu'il y a une discussion autour de nous? Donc la question, c'est est-ce que j'essaye de prendre la main et de participer à ces échanges? On communique quoi qu'on le veuille ou pas. Hein. Et là aussi, c'est Palo Alto. J'aurais dû faire partie de Palo Alto. Voilà, on est assis, on fait rien, on communique. On communique de par sa posture, on communique de par ses bureaux, la tenue de ses employés, la façon de se tenir et de parler de ses employés. On communique via le design des produits et des services. Tout est communication. Parce que tout parle de qui? De nous. C'est ça la communication, c'est parler au fond, parler de soi et parler du monde ensemble. Donc, c'est qu'on le veuille ou pas, on le fait. Maintenant, l'enjeu, effectivement, c'est de se positionner dans ce jeu-là de manière délibérée, consciente, afin de faire partager un certain type de message autour du sens, du pourquoi on est là, à quoi on sert et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, hein, les uns avec les autres. Et c'est pas forcément être visible, communiquer. Enfin, alors souvent, on dit ça à nos clients, mais c'est communiquer, ça veut pas forcément dire être visible. Enfin, on a accompagné des groupes justement dans leur communication, et notre objectif, c'était qu'ils ne soient pas visibles. Mais effectivement, comme tu le disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui parlent pour l'entreprise, des gens et il faut pouvoir au moins écouter, veiller tout ça pour pouvoir activer des leviers si besoin, mais communiquer, c'est pas forcément être visible. Et alors justement, tu disais que communiquer, c'est se positionner dans ce truc. Donc je me tourne vers toi, Yves Olivier Normand. Les entreprises s'engagent. Je reprends la petite présentation. Les entreprises s'engagent, c'est la communauté française d'entreprises engagées pour une société inclusive et un monde durable. Donc c'est une initiative qui a été propulsée par, je crois, le gouvernement en 2018. On est au cœur de ça, c'est-à-dire qu'à un moment, voilà, c'est aujourd'hui, on répond clairement à cette initiative à l'enjeu de prendre place, et donc dans cet échange, la question que je me pose, c'est comment aujourd'hui on peut parler d'engagement? Est-ce que l'engagement en soi est un acte de communication? Est-ce qu'on en parle? Enfin voilà, comment vous accompagnez tout ça? Alors, ce programme, il a été lancé, c'est en 2018, mais 2018 ouais, 2018. L'originalité, c'est que, en fait, il est porté par des leaders sur chaque département qui sont issus de la société civile. Voilà, et donc chacun finalement fédère, embarque une communauté d'employeurs, parce que c'est pas que des entreprises, entre parenthèses. Et donc finalement c'est très concret, hein, c'est pas de la cosmétique, c'est pas ce qui est important, c'est pas de signer une convention, c'est de s'engager par des actions inclusives, par exemple en recrutant inclusif, par exemple en achetant inclusif. Voilà, et donc ces clubs sur tout le territoire, ils ont pour vocation à finalement susciter la rencontre entre les acteurs, les demandeurs d'emploi, et puis ceux qui sont sur le champ soit du secteur adapté protégé, soit de l'économie sociale et solidaire. Et tout ça, ça va booster le recrutement inclusif et puis les achats inclusifs, pour faire simple. Concrètement, on est dans l'action. Tu disais tout est communication. Voilà, comment on peut parler de l'engagement sans être taxé? Aujourd'hui, il y a ce social washing, ou en tout cas, il y a une défiance vis-à-vis des actions des entreprises. Donc, est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que l'action suffit elle-même? Je sais pas. Alors,
pour monter toutes ces opérations, toutes ces actions, il est clair, il faut beaucoup de communication. Donc il y a des teasers, il y a des vidéos qui viennent relayer le lendemain des événements sur l'événement lui-même. Et puis après, il faut aussi un soutien médiatique, sinon on n'impacte pas. Et donc, on voit que dans la durée, c'est pas de la cosmétique. Donc il y a des choses très concrètes, il y a du recrutement qui fait suite à ces actions, il y a des achats inclusifs. Donc voilà, donc finalement c'est un engagement qui est pérenne dans le temps. Une entreprise qui viendrait sur un événement, mais finalement que pour la photo, ça n'a aucun intérêt, quoi. Donc voilà, donc ces employeurs, ils s'engagent durablement pour être inclusifs. Et il y a tout type d'entreprise, hein. C'est de la TPE, de la start-up, de la PME, de l'ETI ou de la grande entreprise, ou des employeurs publics aussi. Je crois que les grands discours, en fait, maintenant, les gens ont compris que non, en fait, on s'en foutait, c'était pas ça, on voulait des actes, donc on a besoin de preuves. Donc si on est une entreprise et qu'on dit qu'on va faire des choses inclusives, engagées, etc., faut le montrer, mais il faut le montrer réellement, il faut que ce soit concret. Et c'est ça qui va vraiment fonctionner après dans la portée du message auprès de ces parties prenantes. Donc est-ce qu'on dit, ou est-ce qu'on le fait, ou est-ce qu'on fait les deux ? On dit ce qu'on fait, on fait ce qu'on dit. Et puis on peut mesurer aussi. Vous voyez, le bon exemple avec les entreprises s'engagent, c'est un programme qui s'est engagé très fortement pendant la crise sur l'emploi des jeunes, puisqu'on prédisait une catastrophe. Donc sur le déploiement d'un jeune, une solution, c'est très concret. On sait que l'alternance a explosé en France dans le secteur privé, grâce à toutes ces actions, grâce aussi aux aides gouvernementales. Bon voilà, mais ça c'est du concret, quoi. Et on n'a pas eu ces problèmes soit de formation, soit d'emploi pour les jeunes générations. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi qui est un peu nouveau. C'est-à-dire quand on dit que la société rentre dans l'entreprise, elle lui demande des comptes, mais des comptes chiffrés. C'est-à-dire que même quand on dit les grands discours, c'est que même maintenant, c'est... je crois que c'est même Olivia Grégoire qui disait ça quand elle parlait du reporting extra-financier en disant « Ok, très bien, mais donnez-moi des chiffres. Arrêtez les discours et donnez-moi des chiffres. » Et ça, je pense que aussi, c'est peut-être une nouvelle donnée. C'est ce que vous dites, c'est qu'à un moment, on peut... Et peut-être qu'on doit dire, voilà ce qu'on fait, mais voilà comment on le mesure. C'est-à-dire que concrètement, sur l'emploi des jeunes, voilà où on en est. Et ça, je pense que c'est peut-être aussi une nouvelle donne, c'est-à-dire la capacité à réellement donner. Oui, j'allais dire, en fait, c'est vrai que ce qui pouvait être compliqué avant pour les communicants, c'est que mesurer le ROI, le retour sur investissement, c'était plus difficile. On arrivait plus à le faire avec des actions vraiment marketing, mais en communication, c'était plus dur. Et maintenant, on peut plus mesurer ça. Donc, c'est plus facile aussi de le faire valoir auprès d'un codir, si jamais on n'est pas entendu et considéré comme une fonction stratégique. Et puis, c'est plus facile de rectifier, d'ajuster, etc. Et puis, on n'avait pas tous, les entreprises n'avaient pas tous les moyens, par exemple, de faire des grandes enquêtes qualitatives après avoir fait une grande campagne d'affichage. Voilà, on n'a pas 15 000 €, on ne pouvait pas toujours les sortir, quoi. Et là, on a d'autres outils de mesure, notamment grâce aux outils numériques. Pour le coup, c'est un vrai progrès, qui nous permettent de savoir si notre notoriété elle augmente ou pas. Est-ce qu'on a plus de relations d'interaction avec notre communauté ? Il y a plein de choses qui permettent de davantage mesurer tout ça. Il y a un impact concret aussi sur quand on parle de l'avantage concurrentiel d'une entreprise. Elle ne se fait pas uniquement sur son efficacité économique, elle se fait aussi sur sa culture, sur son identité, etc. Tout à l'heure, je regardais juste à titre indicatif une marque comme Tesla, par exemple, par rapport à une marque comme Renault. En capitalisation boursière, à même chiffre d'affaires, Tesla est 100 fois plus valorisé que Renault. Et je pense qu'en termes d'investissement en matière de communication, mais parce que derrière Tesla, il y a effectivement une culture, une identité qui fait que c'est là où entre guillemets, la mesure de la communication se fait aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est ce qui en fait aujourd'hui une fonction vraiment stratégique, c'est que y a toute cette culture et identité qui est aujourd'hui valorisable financièrement. Tout à fait, Delphine. Du coup, ça me fait penser que l'un des enjeux qui se posent aujourd'hui en matière de communication pour les entreprises, au-delà de la transparence et de cette cohérence entre ce qu'on fait et ce qu'on dit, c'est peut-être la construction d'une identité qui soit distinctive. Parce que les enjeux auxquels on se confronte et auxquels les entreprises se confrontent sont les mêmes pour tous, dans cette époque de grande transition sociale, économique, écologique, et ainsi de suite. Mais alors, si on répond tous à ces enjeux-là et on y répond de manière assez standard, parce qu'on a des normes, mais
Et alors, via mesurer, et nos actions sont mesurées via les mêmes indicateurs, Dieu merci, de plus en plus. Mais alors, comment faire différence? Comment se distinguer? Comment construire, via la communication, une identité qui soit unique et qui attire des employés qu'on a effectivement de plus en plus de mal à attirer et à fidéliser, surtout parmi les jeunes. Et c'est là où effectivement la communication devient encore une fois stratégique, parce qu'elle est vecteur de construction identitaire pour l'entreprise, pour l'organisation, et promesse d'un rêve éventuel, comme avec Tesla. Je reviens sur la communication et l'engagement. Effectivement, la communication sans sujet ne sert à rien, sauf si tout est communication, effectivement, mais à un moment, faire parler de l'engagement. Et comment l'engagement répond à cette stratégie d'entreprise? Parce qu'il y a l'engagement normatif, effectivement, pour les personnes inclusives, c'est très normé. L'engagement environnemental qui est aussi de plus en plus encadré. Donc, on peut dire je fais beaucoup, mais en fait, je fais juste comme demande la loi, versus un engagement et un combat qui peut peut-être effectivement, et là on va rejoindre le sens, c'est-à-dire une entreprise qui va décider de prendre un combat et de se dire j'en fais plus que ce qu'on m'attend. Et là, je pense que la communication, donc il y a l'acte de l'engagement, et puis il y a la communication qui va venir autour, en faire parler, mais en tout cas l'enjeu c'est comment engagement, stratégie d'entreprise, combat, vision, tout ça se rejoint. Est-ce que, voilà, c'est une question ouverte ou une observation? Alors, je pense que l'engagement, faut déjà le lancer, d'accord? Donc, il y a probablement qu'il y a une phase de sensibilisation. On peut le faire à l'occasion d'événements. Là, on s'appuie, par exemple, nous, sur une pièce de théâtre qui s'appelle Un employé nommé Désir. Voilà. Et en fait, ça permet un petit peu de travailler sur l'ouverture des chakras des dirigeants, sur les questions de recrutement inclusif, de management, management, on va dire, moderne, sur les achats inclusifs. Bon, voilà. Donc ça peut être un peu un départ. Et après, finalement, quand on regarde ces sociétés engagées, ce qui se passe dans le temps, finalement, elles progressent. C'est pas finalement essoufflé, même si ça repose souvent sur les dirigeants. Mais finalement, si on arrive à embarquer les managers, l'entreprise, voilà, on va continuer, on va accroître son engagement. Et c'est là où, effectivement, je pense par l'engagement, on va retrouver du sens, ou en tout cas donner peut-être quelque chose de concret, de tangible au sens. On parlait effectivement des indicateurs, de comment on peut évaluer, mais l'engagement et la concrétisation d'un sens qu'on veut apporter à nos métiers. Je pense que, et du coup, c'est peut-être là où la communication intervient, c'est de mettre en récit tout ça, mettre en mots, mettre en cohérence. Il y a des mots qui restent aussi en fonction par exemple, une signature comme Just Do It pour Nike ou Parce que je le veux bien pour L'Oréal, alors qu'ils sont des grandes entreprises communicantes. Mais par exemple, c'est ce qu'on appelait dans les années 80 et ce qui était une signature comme Just Do It ou Parce que je le veux bien, sont devenus aujourd'hui, pour Nike ou pour L'Oréal, leur combat, leur cause. Et c'est intéressant de voir comment ils communiquaient sur Just Do It dans les années 80 et comment ils communiquent aujourd'hui sur Just Do It et comment le renversement se fait, parce que c'est ce qui fait qu'on comprend tout l'apport de notre métier, justement. Comment est-ce qu'on est passé d'une signature marketing type à un combat, à une cause défendue par une entreprise. C'est l'enjeu du positionnement qui doit être unique, distinctif, durable, et moi j'aime bien dire aussi qu'il doit être adaptatif, parce que finalement c'est un peu, ça rejoint ce que tu dis, c'est que dans les années 70-80 Nike se positionnait d'une certaine manière et que là effectivement ça va beaucoup plus loin, c'est plus engageant, c'est plus communautaire et ça porte un message beaucoup plus grand que la marque en elle-même. Et je vais juste raconter une anecdote, c'est qu'il y a quelques jours mon voisin me dit mais en fait qu'est-ce que tu fais comme métier ? Et je lui dis, je suis consultante en communication sans m'étendre sur ce que je fais exactement, etc. C'est toujours très compliqué, j'ai toujours l'impression d'être Chandler Bing dans Friends quand je raconte ce que je fais comme métier. Et il me dit, ah ouais, c'est toi qui raconte du baratin. Et là, je me suis dit, ok, donc il y a encore beaucoup de travail pour faire comprendre ce qu'on fait. Je voulais juste faire un petit point là-dessus par rapport aussi au fait des belles boîtes, des entreprises engagées, etc. C'est que pour moi, c'est important que la communication, ce ne soit pas de la manipulation. Ce soit de l'influence, mais de l'influence positive. Moi, j'aime bien, par exemple, travailler avec les nudges, qui sont des techniques où les gens savent qu'ils sont nudgés, ils savent qu'ils sont influencés, mais ils savent pourquoi. Enfin, je veux dire, c'est conscient. Peut-être expliquer les nudges, c'est des façons c'est des techniques pour accompagner des changements de pratiques, ou c'est par exemple un cendrier pour voter oui ou non. Exactement. Au nom de l'intérêt collectif. Ouais. Mais on sait et on a le choix. C'est surtout ça. C'est très important. On a le choix. Et peut-être dans la communication et le fait aussi de parler beaucoup d'émotions, quelquefois on se laisse gagner, y compris nous, même les communicants, on se fait, j'allais dire avoir, mais c'est pas ça, on se laisse gagner par l'émotion. Et
je pense qu'il faut quand même parfois prendre un tout petit peu de hauteur et de se dire pourquoi tout ça me touche, qu'est-ce que ça va chercher chez moi. Et finalement, voilà, les meilleurs communicants, c'est ceux qui arrivent à nous embarquer, à nous provoquer une émotion et qui font que ça va toucher, je sais pas, nos valeurs, qui on est vraiment, ce qu'on a envie de faire pour le monde, etc. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, ce sens de l'engagement, il a un impact très positif sur l'entrepreneuriat. Là, on est sur un territoire, on a plein d'exemples très, très intéressants. Vous voyez, la biscuiterie Andy Gaspi, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Quignon. Bon, voilà, donc c'est le bon exemple. Donc, on recycle finalement du pain et les biscuits sont fabriqués par des personnes en situation de handicap. Mais il y en a plein d'autres. Il y a des projets sur Saint-Nazaire comme l'envolée de la chrysalide, où c'est la création d'un restaurant. Voilà, le personnel est en situation de handicap, et puis il y a une partie hébergement. Il y en a plein d'autres. Donc il y a un vrai mouvement finalement, aussi bien au niveau des entreprises un peu plus classiques qu'au niveau des startups, et il y a un vrai impact positif. Il y a peut-être ça aussi, alors je ne sais pas, peut-être toi de ton poste d'observation de l'entrepreneuriat, mais effectivement on voit beaucoup de projets aujourd'hui entrepreneuriaux, des jeunes entreprises, qui arrivent avec déjà une proposition de valeur très forte, un impact sociétal dans l'ADN de l'entreprise, où ils créent une entreprise pour répondre à un enjeu. Du coup effectivement la communication derrière, ou sur certaines boîtes traditionnelles, il faut qu'on arrive à tirer ce sens, le révéler, être dans la cohérence. Là d'un coup, l'objet lui-même se suffit à lui-même et l'histoire se raconte d'elle-même. Donc, Oui, et je peux même dire que pour nous, professeurs d'entrepreneuriat, ceci devient un enjeu clé de préparation de nos propres étudiants au métier d'entrepreneur. Je vais donner juste l'exemple de notre cours phare en fait, en entrepreneuriat, où on sensibilise plus de 1000 étudiants annuellement. Et depuis 3 ans, donc nos étudiants ont comme contrainte, et c'est la seule contrainte qu'on leur pose, de développer des projets d'entreprise en lien avec les objectifs de développement durable. Et ils le font tous. C'est une contrainte, nous on la présente comme ça, mais au fond, c'est pour eux une opportunité d'identifier, de construire des opportunités d'affaires en lien avec ces objectifs-là. Donc pour travailler au service de la santé, de l'inclusivité, sur des enjeux de genre, des enjeux climatiques. Et à chaque fois, on leur suggère aussi de développer des indicateurs pour pouvoir évaluer en fait l'impact de leurs propres actions. Donc ceci devient un vecteur de formation des étudiants. Nous avons même créé une école qui s'appelle Gaïa et dans laquelle l'entrepreneuriat devient un vecteur d'impact. Et c'est posé en tant que tel. C'est-à-dire aujourd'hui, créer une entreprise, on ne le fait plus juste pour proposer un nouveau produit, un nouveau service sur le marché, mais c'est véritablement une action qui est envisagée comme une action sociale, qui va apporter une solution à un public et qui est une solution plus large que la simple solution économique. C'est une solution dont l'impact va être un impact social. Et ils sont prêts et très volontaires pour le faire. Ils ont l'état d'esprit. On peut le mesurer, ce sont dans les incubateurs de start-up, donc les incubateurs académiques. Quand on va soit IMT Atlantique, soit dans celui Central Audencia ENSA, on voit bien qu'il y a de plus en plus de start-up à impact positif. Donc soit sur de la RSE, sur du handicap, sur la transition écologique. Bon, voilà. Donc on voit que ça fait partie de l'ADN finalement de ces jeunes générations de créer des entreprises à impact positif. Et au fond, ce qui est intéressant aussi avec ce changement, c'est un changement de génération, un changement de regard en fait sur ces enjeux-là. On s'aperçoit que pour eux, le fait de prendre en compte ces objectifs n'est pas vécu, n'est pas perçu comme une contrainte. Mais c'est une opportunité pour donner du sens en fait à leur métier, donner du sens à leur vie. Donc ils s'y investissent d'autant plus en fait avec intensité, avec authenticité. Et je pense que du coup ça vient aussi amener une nouvelle dimension pour la communication, donc tu l'as un peu abordé, c'est la transparence et la pédagogie. C'est-à-dire que quand on a les indicateurs, à un moment on pousse pour plus de transparence. Je prends 2 exemples. Je crois que c'est dans le secteur des vêtements en France, où il y a un vrai mouvement de relocalisation, réindustrialisation, filière française, où à un moment il y a des acteurs français qui ont appelé à plus de contraintes du secteur pour pouvoir, eux, dire on joue, et c'est des acteurs qui sont très très ouverts. C'est-à-dire que
tout est lisible, visible, avec des indicateurs, avec des réelles données. Et je pense que ça, c'est effectivement, et ça vient questionner nos métiers de la communication, puisque avant, si je caricature, on pouvait être juste dans la séduction, ce que tu disais, ou dans l'imaginaire. Aujourd'hui, il faut qu'on soit dans la pédagogie et la transparence. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la séduction, mais il va falloir trouver cette C'est pas balance. suffisant, en fait. Ouais. C'est pas suffisant, il faut plus. Et puis, il y a souvent aussi un changement de normes aussi à opérer, et la communication peut accélérer ce travail sur des normes, sur des secteurs, on accompagne effectivement beaucoup d'acteurs de la nouvelle industrie, donc qui ont déjà une valeur dans la solution qu'ils proposent, mais ça nécessite parfois des évolutions, des accélérations au niveau de la norme, et nous, on est là pour les accompagner sur ces changements. Alors par contre, ça n'enlève pas quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as un petit peu abordé, quand on te dit c'est quoi ton métier, j'ai le même problème, consultant en communication, bon. Mais effectivement, on voit quand même qu'il y a ce mouvement, un peu de recul, mais on voit que la communication aujourd'hui, elle est questionnée. On parle beaucoup de greenwashing, même ces entreprises-là, qui sont vertueuses par nature, on le voit aussi à travers nos clients, on les questionne vachement, on remet en cause si effectivement il n'y a pas de métriques ou d'indicateurs très clairs, mais on voit le greenwashing, on voit les appels à encadrement, qui ont été par exemple la Convention citoyenne pour le climat, avait dedans des propositions sur l'encadrement de la publicité, de la communication. On voit un projet de loi sur les influenceurs, on a très peu parlé d'influence, influenceurs, tous ces métiers-là. Bon, c'est des métiers, c'est des outils, effectivement, mais ça s'encadre. Et même à Nantes, là, en ce moment, on est en train d'enlever des panneaux publicitaires pour dégager les paysages. Donc, la communication, oui, mais peut-être Miruna, comment on positionne la communication d'entreprise quand à un moment, on voit bien qu'elle est vecteur, elle doit être garante d'eux, mais en même temps, on lui fait pas trop confiance, quoi. Voilà. Oui. Mais on l'a bien senti tout à l'heure quand tu parlais justement du fait de ne pas manipuler, mais en même temps, on est conscient quand même que de toute façon, la communication, elle est persuasive. Et elle est persuasive par nature. Ça veut dire quoi ? C'est quand on communique pour changer des attitudes. Et ça, les psychologues sociaux le savent depuis la Deuxième Guerre mondiale, la naissance de la psychologie sociale de la communication aux États-Unis. Mais persuader, ça veut dire quoi ? Ça veut dire donc changer des attitudes via les émotions, via les informations. Donc on le sait. Et on le sait, quand on dit on, c'est pas seulement les communicants qui le savent, mais évidemment le public le sait aussi bien que nous. Donc à partir du moment où la communication, c'est de la persuasion, il y a tout de suite cette suspicion de manipulation, et on fait qu'un pas pour arriver du mauvais côté de la force. Et à partir de là, on se dit, qui plus est, dans le monde actuel, l'entreprise devient citoyenne, donc devient un acteur social dont la voix est entendue sur des sujets qui ont un lien direct ou pas avec l'objet de l'entreprise. Donc on peut se demander si effectivement toutes ces actions-là ne sont pas à la fois justifiées, évidemment, parce qu'il faut encadrer l'activité de la communication comme toute autre activité économique, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi un regard politique, là, pour le coup, de la part des pouvoirs publics, de la part de la société, qui montre sa méfiance aussi par rapport à la force de l'entreprise, au pouvoir de l'entreprise, qui aujourd'hui peut devenir peut-être menaçant, en tout cas, qui peut concurrencer la voix des pouvoirs publics et les voix politiques. La voix des entreprises devient un véritable interlocuteur sur la scène sociale. Donc, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, comme l'entreprise prend un rôle politique, peut-être qu'on essaie plus de l'encadrer pour effectivement plus dire, bon, peut-être que ton rôle, il n'est que là. Mais du coup, nous, ça veut dire quoi pour nos métiers ? Est-ce qu'ils doivent évoluer ? Est-ce qu'ils changent ? Est-ce que ce rôle-là En tout cas, voilà, comment on fait entre je fais confiance à une entreprise et en même temps, la façon dont elle me parle, ça met un doute. C'est ambigu. Oui, alors oui, nos métiers... change. Alors moi, effectivement, on est en lien direct. Notre métier est en lien direct avec la société. Donc, quand la société évolue, on change aussi. Et moi, ça fait longtemps que je travaille dans la communication et j'ai l'impression d'avoir changé de métier 10 fois depuis en 20 ans. Et pourtant, je fais toujours le même métier, mais la manière dont on le fait évolue et va évoluer encore. Et c'est tant mieux. Et on va avoir effectivement de plus en plus, à mon avis, des disciplines qui vont... on le voit dans les agences de communication. Les agences de communication sont en pleine
questionnement sur l'organisation, sur la partie créative, stratège, commerciale. Et de plus en plus, on voit des disciplines qu'on ne voyait pas dans la communication, des sociologues, des économistes, parce qu'effectivement, on est là pour accompagner un acteur politique, alors qu'hier, on accompagnait un acteur purement économique qui était là uniquement pour vendre. Et aujourd'hui, on accompagne des acteurs politiques qui sont là pour porter un combat, une cause, etc. Donc, ça ne demande pas les mêmes disciplines, ça ne demande pas les mêmes compétences. Et c'est en cela qu'on évolue. Et que la discipline évolue. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des outils qui se développent pour nous aider dans cette évolution. Mais je vois ça comme une formidable opportunité pour nos métiers, comme la crise financière l'a été en 2008, plein de moments ont été un peu... alors, quand on voyait une crise, effectivement, nous, on a souvent vu une opportunité, mais c'est de savoir comment est-ce qu'on fait évoluer, nos métiers. Et surtout, comment on sort aussi de, peut-être comme cette communication est partout et qu'elle est très peut-être puissante, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a cette défiance. Le fameux truc, et on parle les engagements, les entreprises s'engagent, et en face, on dit, ouais, mais ça, c'est de la com. Vous voyez, le truc de, il y a un engagement, vous faites une manifestation, et finalement, ouais, c'est bon, c'est de la com. Oui, c'est de la com. Et alors, alors, si on fait un coup de com, ça marche sur un événement, ça, c'est pas compliqué. Par contre, il faut tenir dans la durée. Donc, les entreprises reviennent... parce que ça marche, quoi. Après, les demandeurs d'emploi, j'espère que c'est pas les mêmes qui reviennent. Oui, sinon, ça marche pas. Non, mais on reparle, je pense qu'effectivement, pour dire, c'est pas de la com, parce qu'on a des résultats en face, parce qu'il y a des indicateurs, parce que, comme vous dites, les demandeurs d'emploi sont pas les mêmes. Et ça marche aussi parce qu'on fait plutôt des choses originales. On fait plus des job dating à l'ancienne, je devrais dire. On fait des job dating dans des lieux inédits, dans le tramway, dans l'aéroport. On vient coupler ça à des événements sportifs, à de la culture, à une pièce de théâtre, à un concert. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment différenciant. Et ce qui est intéressant, par exemple, quand on fait un job dating dans le tram, on en a fait 2 sur la ville de Nantes, finalement, le recruteur et puis le candidat, ils sont un peu dans la même situation. Ils voyagent ensemble. Le contact, il s'établit beaucoup plus facilement et ça génère sur des embauches, quoi. Ouais, donc en fait, tant mieux si c'est de la com, puisque si à l'après on peut valoriser, tant mieux. Et du coup, ça nous amène peut-être à un petit tour de table. On arrive à la fin, alors, je ne sais pas s'il y aura des questions, mais pour répondre à la question originelle, à quoi ça sert la communication, peut-être que chacun peut rapidement, là, finalement, c'est pas que de la com, c'est peut-être un peu plus, je sais pas. On peut commencer par toi. En quelques mots, finalement, à quoi ça sert ? Moi, je partagerais pas mal ton analyse, c'est d'entrer en relation, en fait. Et donc, on a un message à délivrer, on a un émetteur, un récepteur, on a un canal, on a un message. Après, dans cette relation-là, il y a 50% qui nous appartient et les 50%, ils ne nous appartiennent pas. Donc voilà, à nous, quand on émet, d'être les meilleurs possibles pour se faire entendre, pour aussi écouter et donc du coup délivrer le meilleur message possible à notre récepteur ou à toutes nos parties prenantes selon à qui on s'adresse. Pour moi, c'est ça. Je dirais pour construire ensemble une certaine vision de la réalité, mais pour construire au fond tout simplement la réalité sociale. La réalité sociale, elle n'est pas une chaise, c'est pas un objet, elle n'existe pas. Elle n'est qu'une construction, et c'est une construction qui se réalise au travers de la communication. Donc la communication, qu'elle soit interpersonnelle, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit portée par une entreprise, a un rôle essentiel dans la construction sociale de la réalité. Et donc, tant qu'on communique, on construit ensemble cette réalité et on construit nos vies et on se construit soi-même en le faisant. Donc, on ne peut pas parler de la communication comme d'un accessoire. Ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, mais pour moi, ça sert à être acteur, à agir et être acteur des évolutions qui sont en cours plutôt que de les regarder de loin et d'être dans une attitude passive. Alors, juste une phrase, finalement, la communication, c'est la vie, tout simplement. Voilà. Exactement. J'ajouterais juste un petit mot sur la coopération. Tu as parlé de co-construction et je pense que c'est ça. La communication, c'est aussi de la coopération. C'est faire ensemble et exit la compétition. Très bien. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'ai juste peut-être un rebond sur c'est la vie, mais je positionne aussi et que la communication doit rester à sa place. C'est-à-dire que de temps en temps, les communicants ont tendance aussi à prendre et à dire, tu as parlé raison d'être à un moment,
je pense que la raison d'être, c'est pas un sujet de communication. Justement, ça ne doit pas être un sujet de communication, c'est un sujet plus global que juste de communication. Donc c'est aussi la capacité qu'on a à aller chercher des compétences, à être peut-être un hub de compétences au milieu de plein de choses pour dire, bah non, là, il faut qu'on aille chercher des juristes. Typiquement, sur la raison d'être, il y a peut-être une partie un peu légale. Enfin bon, voilà. Donc, elle est centrale, c'est la vie, mais restons-nous à notre place, je pense, pour être justement garant de cette cohérence, que moi j'ai entendu relation, durée, confiance, sens, construire la réalité sociale, donc tout ça, mais peut-être à notre juste place de modeste communicant. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, de cet échange rapide, mais fort intéressant. Merci à donc Audencia pour participer à ce mouvement. Merci à Chrysalide Film qui permet justement cette captation, cette rediffusion. Merci beaucoup. Merci à vous qui êtes là et qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site du mouvement Belle Boîte. C'est mouvement-belle boîte. Alors je ne sais plus s'il y a un tiret quelque part, mais si mouvement Belle Boîte, vous trouverez avec tout en bas de l'écran. J'aimerais bien dire ça, comme les youtubeurs. Likez, appuyez en bas de l'écran. Merci beaucoup. Et puis, prochain rendez-vous le 30 mars, puisque cette année, on a une vraie programmation avec des vraies dates. Donc, 30 mars, prochain rendez-vous. J'ai oublié le thème, mais voilà, on se retrouve dans 2 mois. À Paris. À Paris. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.